Merci d'être avec nous sur France Info. À ma gauche, donc Emmanuel Morel, bonjour, député gauche républicaine et socialiste du Val d'Oise. À ma droite, Jonas Haddad, bonjour à vous. Vous êtes conseiller régional des Républicains de Normandie. Alors, l'immigration, c'est une chance ou ce n'est pas une chance ? Telle qu'elle est actuellement, ce n'est pas une chance, puisqu'on voit qu'il y a des ravages à la fois sur nos comptes publics, mais aussi sur un certain nombre de thématiques de sécurité. Mais ce que je dis là, c'est assez intéressant que ça provoque un tel tollé, parce que même chez les sympathisants socialistes, et même maintenant en majorité chez les sympathisants de la France insoumise, lorsque vous faites des sondages depuis 10 ans, tout le monde est d'accord avec le fait que l'immigration telle qu'elle est organisée aujourd'hui, c'est le cas. Et donc il y a une forme de déconnexion entre les élites socialistes, de gauche, etc., et même la base socialiste, même les électeurs de gauche qui, eux, sont d'accord avec ces propos-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a une remise en cause. Il y a une déconnexion, monsieur Morel ? Pardon, avant. Non, mais c'est provocation habituelle. L'immigration, c'est un fait. C'est une réalité historique. Et tout le monde le sait. La question, c'est pas ça. C'est pourquoi monsieur Retailleau, à l'occasion, avant la déclaration de politique générale de monsieur Barnier, c'est demain, se multiplie les coups de menton, la surenchère verbale avec la finesse qui le caractérise, au point qu'on se demande à quoi ça sert, quoi. Alors on voit bien le côté appel du pied, enfin je dirais même appel du phare au Rassemblement national, parce que le gouvernement veut pas que Madame Le Pen vote la censure. On voit bien aussi le bras d'honneur quand même aux électeurs du Front républicain, parce que c'est là que ça devient fou. C'est-à-dire que beaucoup de macronistes ont été élus grâce aux voix des gens de gauche, qui sont attachés à un discours quand même raisonnable et maîtrisé sur l'immigration, et on a cette provocation de monsieur Retailleau. Mais moi, je vais vous dire, je pense que tout ça, c'est une manœuvre de diversion. C'est-à-dire que monsieur Retailleau, il essaye de faire oublier la situation désastreuse en matière économique et sociale que nous laisse monsieur Macron et monsieur Le Maire. Et c'est quand même... Moi, je suis membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Il y a une semaine, on nous disait on va avoir un déficit public à 5,6. Aujourd'hui, on est... L'immigration, pour vous, c'est pas un problème de société ? Non, mais c'est une question de société. Mais là, vous voyez bien que c'est un écran de fumée pour faire oublier la réalité, c'est-à-dire le bilan calamiteux des gouvernements successifs, dont monsieur Barnier est en quelque sorte l'héritier. Et voilà, alors... Jonas Haddad. Non, mais quand même, il y a un truc qui est grave. C'est qu'un ministre de l'Intérieur qui arrive sur un plateau télé en disant l'état de droit, c'est pas intangible. Alors, là, on va y falloir qu'il revenir. s'explique quand même. D'abord, deux choses. D'abord, l'immigration, ensuite, on reviendra sur l'état de droit, effectivement. Alors, il y a une chose qui vous a peut-être échappé, c'est qu'il y a eu un drame absolu avec ce viol et ce meurtre de Philippines. Oui, mais vous en parlez pas, donc vous parlez d'une manœuvre de diversion. Donc en fait, monsieur Retailleau, en tant que ministre de l'Intérieur, il doit gérer des problématiques lorsqu'on lui pose des questions sur un fait gravissime. Et donc la question, c'est aujourd'hui, est-ce que l'enchaînement des meurtres, des crimes, des viols qui sont commis par des gens qui sont sous OQTF, qui sont illégalement sur notre territoire, pose un problème? Donc il n'y a pas de diversion, on règle une problématique structurelle. Mais là, il règle rien du tout. Deuxièmement, ça c'est juste du verbe, des paroles. Si monsieur, parce que par exemple, si l'OQTF avait été appliqué, l'obligation de quitter le territoire, quitter le territoire, cette personne-là serait encore. C'est pas le sujet. Deuxièmement, là, c'est pas le sujet. Et deuxièmement, vous parlez tout à l'heure du budget. L'immigration telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est-à-dire en gros que nous soyons passés de 100 000 personnes il y a une dizaine d'années, même sous François Hollande, on en accueillait moins de personnes. Vous voyez, comme quoi je rends hommage à François Hollande. Aujourd'hui, on en accueille 500 000. Eh bien, ça a des conséquences sur nos comptes publics. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. La plupart des économistes disent que c'est pas. Non, monsieur, c'est faux, car les rapports que vous évoquez sont des rapports par rapport à ce que ça rapporte en termes de travail versus ce que ça coûte en termes de travail. Or, toute l'utilisation des services publics par des gens qui ne contribuent pas à l'impôt, c'est problématique. Donc, ce n'est pas une manœuvre de diversion. Il y a deux questions qui se posaient. C'est qu'est-ce qu'on fait avec les OQTF et qu'est-ce qu'on fait pour aller trouver de l'argent vis-à-vis des gens qui sont clandestinement sur notre territoire. Si pour vous, ça, c'est scandaleux, une manœuvre de diversion, c'est juste que vous voulez pas vous occuper des problèmes des Français. Alors Bruno Retailleau. Je vous ai pas attendu pour m'occuper des problèmes de Français et pour savoir quels sont les problèmes de Français. Mais dites pas n'importe quoi sur l'immigration. D'abord, la plupart des immigrés en situation régulière, quand ils travaillent, ils cotisent. D'ailleurs, ceux qui sont... Quand ils travaillent. Oui, c'est juste, il n'y en a que 48%. Mais comme l'immense majorité des gens qui sont présents sur le territoire français travaillent. Ah non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucun rapport, encore une fois, trouvez-le-moi, qui explique que l'immigration coûte plus que ça ne rapporte. Il y en a énormément. Et puis surtout, vous parlez des services publics. Mais dans bien des services publics, ce sont des travailleurs immigrés
voire même quelquefois sans papier, qui travaillent parce que, regardez les hôpitaux, regardez les EHPAD, regardez un certain nombre de... le nettoyage, par exemple. Darmanin lui-même ce matin expliquait qu'au ministère de l'Intérieur, c'était des travailleurs immigrés qui faisaient le ménage quand il arrivait le matin. Donc faut arrêter de dire n'importe quoi. Monsieur, quant aux OQTF, je me base sur des faits chiffrés. Chiffrés de rien du tout. Par contre, sur les OQTF, excusez-moi, mais ça fait qui est-ce qui est au pouvoir depuis 7 ans? Le gouvernement que vous soutenez. Donc, non. Si les OQTF sont pas jusqu'à ce que ce gouvernement soit nommé. C'est comme par miracle, vous êtes tout d'un coup dans... Oui, comme vous étiez allié avec les France Insoumises. Vous n'êtes pas France Insoumise. Toujours d'ailleurs, je suis dans le nouveau Front Populaire. Voilà. Donc vous étiez par exemple pour la régularisation massive de tous les sans-papiers. Comme l'a dit Lucie Castet. Lucie Castet a dit qu'elle veut régulariser depuis là-dessus. Elle est revenue depuis là-dessus. Mais moi, je suis pour régulariser, oui, les travailleurs sans papier. D'accord. Alors, juste pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Aujourd'hui, sur les personnes qui sont même légalement en France, il y a seulement 48% des immigrés qui travaillent. Ça, c'est les chiffres qui viennent de rapports parlementaires et de la Cour des comptes dirigée par Monsieur Moscovici, un grand fasciste comme tout le monde le sait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 52% des gens qui ne travaillent pas, qui sont des immigrés et qui profitent du service public. Donc la question, vous parlez par exemple des enfants qui sont dans les écoles? Non, je parle de gens qui sont en âge de travailler, monsieur. Ah bon, c'est pas du tout les chiffres. Et puis n'enrôlez pas monsieur Moscovici dans votre croisade. Non, mais je suis pas sûr qu'il soit d'accord. Donc 52% des personnes qui ne travaillent pas. Et donc, dans ce cadre-là, la ritournelle habituelle de la gauche qui consiste à dire « Oui, mais heureusement que ces personnes-là pour faire tourner la société », je vous assure qu'on n'a pas attendu des immigrés clandestins pour faire tourner la société. Mais vous savez que c'est pas une ritournelle, c'est ce qu'on a... C'est une ritournelle, monsieur. Vous êtes élu régional, c'est ça? Oui, absolument. D'accord, donc vous connaissez quand même le pays. Allez dans les hôpitaux, allez dans les services publics et regardez autour de vous. Mais monsieur, je vous assure que je vous ai pas attendu et je vous dis juste je dis juste que sans les personnes qui sont immigrées de façon clandestine, et vous me parlez pas de personnes qui sont clandestines, vous me parlez de personnes qui sont légalement. Moi, vous voyez, donc on se comprend pas parce que vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Et donc les clandestins qui sont par exemple soit des mineurs non accompagnés, par exemple qui coûtent 1 milliard au département, vous pouvez demander à vos collègues au département, ça coûte de l'argent. Donc je redis que lorsqu'on est dans une démarche de trouver de l'argent dans le budget, il faut aussi aller regarder ce qui se passe du côté de l'immigration clandestine et qu'il faut régler le problème de ce qui s'est passé avec Philippines et avec tous les autres OQTF qui violent en permanence. Ne mélangez pas tout. Monsieur, mais je ne mélange pas, c'est l'actualité. C'est trop grave. Enfin, c'est trop grave, mais je vous ai pas vu manifester. Donc, pourquoi monsieur Retailleau? Il y a eu plein de gens qui ont manifesté. Parce que vous croyez d'autres drames. Vous croyez que ce qui est arrivé à Philippines me laisse indifférent? Vous êtes fou. Oui, moi je suis comme tous les Français, j'ai été bouleversé par ça. Ah oui, il y a beaucoup de gens de votre camp avec qui vous partagez, je pense notamment à Manuel Bompard, qui a dit qu'il fallait pas faire de la récup. Fallait pas en parler. Vous imaginez la douleur de la famille qui non seulement perd une gamine et en plus on leur explique par des gens d'extrême gauche qu'il faut pas en parler. Mais Manuel Morel expliquait la nuance peut-être. Non mais c'est un peu lamentable ça. Moi je suis père de famille. J'ai été bouleversé par ce qui est arrivé à Philippines. J'ai été bouleversé par le fait qu'un violeur, d'ailleurs le premier viol il l'a commis dans ma circonscription, ait été libéré, qu'il était sous OQTF alors qu'un criminel sous OQTF il devrait partir. Donc là il y a pas de problème. Je suis comme beaucoup de Français. Mais n'utilisez pas ce drame abominable pour faire une polémique avec moi sur les propos de Monsieur Retailleau. Parce que vous dites que c'est une diversion et c'est indigne. Vous dites que c'est une diversion. Oui, mais Monsieur Retailleau il parlait pas de Philippines, il parlait de l'immigration en général. Monsieur, mais il parlait de l'état de droit en général. Pourquoi on lui pose la question? C'est à cause de Philippines. Vous avez pas vu l'interview. Parce que c'est pas ça dont il s'agit. Deuxièmement, vous, en tant que père de famille, je vous pose une question dans ce cadre-là. Les gouvernements comme Taubira que vous avez soutenu ont supprimé les peines planchées pour les multirécidivistes. Est-ce que vous seriez d'accord, collectivement, pour qu'on rétablisse les peines planchées pour les violeurs récidivistes? Si on est féministe, si on est pour la protection des femmes, les violeurs qui sont multirécidivistes doivent être en tôle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Un violeur multirécidiviste en tôle, ça me paraît l'évidence. Mais le débat pourquoi vous ne rétablissez pas les peines planchées? D'abord, ça vous aurait pas échappé, on n'est pas au pouvoir, c'est vous qui êtes au pouvoir. Oui, mais vous êtes parlementaire, vous pouvez voter pour le rétablissement des peines planchées. Et puis les peines planchées, c'est un débat beaucoup plus complexe que ça. Ça concerne pas que les violeurs multirécidivistes. Alors, donc si on le mettait que pour les violeurs, faut arrêter de dire n'importe quoi encore une fois. C'est un débat qui peut arriver très vite. Il peut arriver fin octobre par la niche parlementaire du Rassemblement national. Ouais, alors dans la niche, je sais pas exactement ce qu'il y aura, puisque normalement il y a 4 thèmes. En tout cas, il parle du rétablissement des peines planchées. Le premier thème qu'il y aura, c'est quand même celui de l'abrogation sur les retraites. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez voter? Les retraites? Non, les peines planchées. Le rétablissement des peines. Non, mais moi, non, mais encore une fois, les violeurs multirécidivistes, en grande majorité, ils sont en prison. Le problème, c'est quoi, monsieur? C'est qu'il n'y a pas assez de place en prison. Parce qu'on ne les met pas en prison parce qu'en fait, il n'y a pas la récidive. Donc, monsieur, mon métier, vous voyez, vous m'évoquiez tout à l'heure mon mandat de conseiller régional, je suis avocat aussi. Aujourd'hui, on ne met pas en prison des multirécidivistes parce qu'il n'y a plus de peine planchée. Donc, ce que vous dites, vous invitez les députés LR à la voter?
si le Rassemblement national la propose, le rétablissement des peines planchers? Je sais pas qui va la proposer. C'est la niche parlementaire du RN. Donc ils l'ont déjà annoncé. Je sais pas. Ça, honnêtement, vous me l'apprenez. Vous voyez, comme quoi, je sais pas. Je vais regarder, mais en tout cas, quoi que ce soit, les peines planchers doivent être rétablies. Enfin, je veux dire, c'est une évidence aujourd'hui. Pendant des années, on nous a expliqué que la prison n'était un fléau. Moi, je suis désolé, le fléau, c'est les personnes qui sortent et qui violent quand même. Donc, à un moment, il faut que collectivement, on prenne conscience de ça. Et quant à ce qui a été dit concernant l'état de droit, j'ai bien regardé. Alors justement, on va le revoir par exemple pour les téléspectateurs. D'accord. Bruno Retailleau, effectivement, est revenu sur l'état de droit aussi hier. Regardez, il n'est pas intangible ni sacré. La suite, c'est un ensemble de règles, une hiérarchie de normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs. Mais la source de l'état de droit, c'est la souveraineté, c'est le peuple souverain. C'est ce qu'il a dit. Alors, moi, je suis très attaché à l'état de droit. Donc, il faut que ces propos soient précisés. Vous voyez, comme quoi, en fait, il faut être factuel et précis. En revanche, que le droit puisse évoluer, c'est une évidence. Je regardais par exemple le collègue de Monsieur Retailleau, il y a quelques jours, Monsieur Migaud, qui parlait de l'évolution de la définition garde des Sceaux. Voilà, qui parlait de l'évolution de la définition du viol par le consentement. Donc, vous voyez, le droit n'est pas intangible ni sacré. Alors vous êtes d'accord avec ce que dit Bruno Retailleau ? Le terme d'état de droit me gêne un petit peu. Voilà, et donc je pense que demain ce sera précisé par Michel Barnier dans le cadre de sa déclaration de politique générale. La réalité, c'est que le droit en tant que tel ne doit pas être figé, puisqu'en fait, il faut répondre aux réalités de ce que vivent nos concitoyens. Le droit pas figé, mais l'état de droit, oui. Bah oui, on ne touche pas à l'état de droit tel qu'il est. Évidemment. Enfin, je pense pas que Monsieur Retailleau soit. C'est la question qui se pose ce matin. Oui. En tout cas, lui, il veut pas changer de république comme les Insoumis, quoi. Vous voyez, par exemple, il veut pas la 6e République. Voilà, là encore, vous mélangez tout. C'est ce qu'il dit, c'est grave. Alors justement, en quoi ça vous choque ? Parce que comme il est ministre de l'Intérieur, il connaît le sens des mots. Quand on dit l'état de droit n'est ni intangible ni sacré, ça veut pas dire le droit peut évoluer avec la jurisprudence, avec la loi. Ça veut dire qu'il remet en cause le principe même de l'état de droit, comme Orban ou comme Mélanie. Et c'est là qu'il y a un problème. Et je suis surpris quand même que Monsieur Barnier, qui était très prompt à recadrer, comme on dit, le ministre de l'économie, qui avait fait une sortie sur le RN, soit pas en train de recadrer Retailleau, parce que là, vous imaginez le signal qui est envoyé. Un état de droit, c'est quand même un état qui est régi par des normes, par une hiérarchie des normes, par des conventions internationales. C'est là-dessus, à mon avis, qui veut faire polémique. Mais il aurait dû être recadré par Michel Barnier. Évidemment. Pour vous attendez, je finis quand même. Parce que ça veut dire quoi quand on l'écoute précisément? On continue d'en parler. C'est juste sur ce recadrage. Pour vous, il était nécessaire. Est-ce qu'il veut remettre en cause la Convention européenne des droits de l'homme? Faut qu'on en débatte quand même. C'est un sacré sujet. Mais juste sur le Premier ministre, est-ce qu'il aurait dû recadrer Bruno Retailleau? Moi, je pense que le cadrage, même pas le recadrage, va avoir lieu demain. Demain, il y a une déclaration de politique générale, ça va être extrêmement clair. Qui va le reprendre dans sa déclaration de politique générale. Je pense, en tout cas, je pense que ces derniers jours, vous l'avez vu, même ces dernières semaines, même parfois, on a reproché à Michel Barnier de trop en faire, de trop recadrer, que ce soit avec Attal, que ce soit avec un tel. Ce silence, c'est quand même étonnant. Mais vous savez que demain, c'est un sujet extrêmement important, puisque demain, il y a un vote potentiellement, et que c'est stratégique. Donc, demain, on va avoir les grands... Juste une chose. Non, je reste la parole à Emmanuel Morel, parce que vous étiez en train de réagir. On y reviendra après. Oui, ben moi, ce que je vois derrière ces propos, c'est pour ça que je m'étonne que M. Barnier ne réagisse pas. D'abord, il lui grille la politesse, parce qu'en fait, on va parler de ça, alors que demain, c'est la déclaration de politique générale, où je suppose que M. Barnier va parler à la fois des grands sujets économiques, des grands sujets de société, et il va être interrogé là-dessus, alors que c'était pas forcément son souhait. Et ensuite, qu'est-ce que veut dire M. Retailleau? S'il veut dire qu'il y a un certain nombre de conventions internationales qu'il veut plus respecter, et moi, je pense immédiatement à la Convention européenne des droits de l'homme, là, c'est un sérieux sujet. Et je reviens sur ce que j'ai dit au début. Dans l'entre-deux tours des législatives, il y a des millions de gens qui se sont mobilisés parce qu'ils voulaient pas de ça au gouvernement. Ils voulaient pas de ces mots-là, de ces provocations-là, de cette politique-là. Et on se retrouve dans une situation folle. Et moi, je pense aux élus macronistes. Alors, il y en a qui vont peut-être censurer parce que Sacha commencent déjà à se demander ce qu'ils vont faire. Et ils auraient raison. Parti de Renaissance. Excusez-moi, mais LR, excusez-moi, LR, c'est 5% aux élections législatives. Je ne crois pas que... On a failli avoir Bernard Cazeneuve. On a failli avoir Bernard Cazeneuve qui a fait 0% et qui a plus de parti. Est-ce que vous pourriez voter la censure sur le gouvernement de Michel Barnier si Michel Barnier ne recadrait pas Bruno Retailleau? Moi? Mais je suis pas En Marche, moi. Je suis LR. Donc, par rapport à ce qu'a dit Bruno Retailleau. Ah non, moi ça me concerne. Vous n'êtes pas en accord avec ce qu'il vient de dire, vous venez de nous le dire. Non mais moi je suis pas parlementaire. Donc et deuxièmement par rapport à ce qui a été dit concernant l'Europe, il faut être clair. Vos amis à l'Europe, socialistes, danois, allemands, récemment ont fait évoluer leurs droits pour ne plus être encalminés par toutes les difficultés
pour réguler la problématique de l'immigration. Donc, faire évoluer son droit et son rapport avec le droit européen, c'est pas être un afro-fasciste. Non, mais excusez-moi, j'ai été député européen pendant 10 ans. Je ne crois pas que mes collègues danois remettent en cause la Convention européenne des droits de l'homme. En revanche, votre collègue Olaf Scholz, en Allemagne, vient de refermer la frontière. Et personne ne dit que c'est un fasciste. Alors, on en a parlé justement de la fermeture des frontières en Allemagne. Pardon, c'est la fin de ce duel politique. Merci à vous d'avoir été avec nous. Mais on continue de parler de ça justement, puisqu'on va parler de l'Autriche. Vous avez suivi les résultats des élections législatives hier. C'est l'extrême droite qui a signé un succès historique. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.